Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-François Veilleux. Je suis étudiant à l'UQTR au doctorat en histoire, en études québécoises. J'ai publié un livre sur les patriotes de la Mauricie et au Centre du Québec en 2015 aux éditions du Québécois. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier Paul Brisebois et sa femme qui m'avaient invité l'an dernier à faire une conférence pour vous, mais malheureusement, à cause du contexte, ça a été remis. Donc, je les remercie d'avoir pensé à moi pour cette année, malgré le contexte. Je suis très content d'être là. Je remercie beaucoup la Société Saint-Jean-Baptiste de Verchères, Christophe à la technique et un salut aussi à mon ami et à votre député, Xavier Barsalou-Duval. La conférence va durer environ 45 minutes et va être divisée en trois parties. Premièrement, les causes de la rébellion. Deuxièmement, le cas de la Mauricie, qu'on va survoler rapidement. Et d'ailleurs, la majorité des informations que je vais vous transmettre aujourd'hui, vous pouvez les retrouver dans mon livre. Et en conclusion, on va faire une réflexion sur que reste-t-il aujourd'hui des patriotes de 1837-38. Et pour la fin, je vous réserve une petite surprise musicale aussi. Je voudrais aussi remercier mes partenaires, Patrimoine Trois-Rivières, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, les Éditions du Québécois, qui sont mon éditeur, situé à Drummondville. Et donc, voilà, c'est parti. Tout d'abord, avant de parler des rébellions, il faut revenir à l'origine de l'histoire du Québec. Donc, en 1534, Jacques Cartier va découvrir le Canada et va le nommer. Mais à cause des guerres de religion en Europe, principalement en France, ça va prendre presque 75 ans avant que les Français reviennent ici. En 1600, c'est Tadoussac, le premier village fondé au Québec par Pierre de Chauvin. Port-Royal va être fondé en 1604 et en 1608, Samuel de Champlain va venir fonder Québec avec une alliance avec plusieurs nations autochtones. Hein? Samuel de Champlain qui dira lui-même nos fils marieront vos filles, ils ne formeront qu'un seul peuple. Ensuite, quelques autres grandes villes vont être fondées au Québec. Trois-Rivières en 1634, Montréal en 1642. Et déjà dans les années 1660, on a l'émergence du terme canadien. Donc, le Canadien, c'est celui qui vit toute l'année ici dans le Canada, dans le Québec d'alors. Donc, il se différencie de celui qui vient ici juste pour un contrat ou qui repart pendant l'hiver en Europe. Et en 1663, Louis XIV va créer le Conseil souverain. Donc, c'est notre première constitution, c'est notre première forme de gouvernement. Ici, je vous ai mis une très belle carte de Samuel de Champlain, qu'il a publiée lui-même en 1632, très impressionnante comme carte. Et Samuel de Champlain, qui était lui-même un cartographe et un navigateur incroyable, qui nous a laissé 330 toponymes qu'on utilise encore aujourd'hui. Ici, vous avez une carte de l'apogée de la Nouvelle-France en 1750. Donc, vous voyez que le Canada de l'époque va vraiment là, du Labrador jusqu'à la Louisiane et ça inclut les 5 grands lacs à cette époque. Donc, l'Empire français d'Amérique est rempli d'environ 60 à 70 000 habitants, alors que les 13 colonies, eux, ont déjà 2 millions d'habitants. Donc, vous voyez qu'on avait un territoire beaucoup plus grand, mais pas mal moins habité. Et puis arrive la conquête britannique pendant la guerre de 7 ans. Donc, les guerres européennes se transportent dans le Nouveau Monde et l'Angleterre, dans le fond, la meilleure façon qu'elle trouve de battre la France, c'est d'aller la battre dans ses colonies du Nouveau Monde. Donc, c'est comme ça que James Wolfe est nommé pour mener l'armée anglaise. C'est le choix du premier ministre William Pitt. James Wolfe est âgé dans la vingtaine, vaniteux et mourant. Il part de Louisbourg vers Québec, qui a 7 000 habitants, et donc il part avec 30 000 marins et 9 000 soldats. Il va bombarder Québec pendant tout l'été 1759 et tout ça va se terminer le 13 septembre sur les plaines d'Abraham. Et ce, malgré si au printemps suivant, Chevalier de Lévis va reconquérir Québec, mais la venue d'une frégate anglaise va priver la France d'une victoire totale.
Donc, après la guerre de 7 ans, on va signer en 1763 le traité de Paris qui lègue officiellement la Nouvelle-France à l'Angleterre. Donc, par la proclamation royale, exactement un siècle après la Constitution de 1663, qui avait fait de la Nouvelle-France la première province royale de la France. Donc, on vient préciser les termes de l'entente envers les habitants. On impose le serment du test, c'est-à-dire renier les principes catholiques, et la langue française disparaît comme langue officielle. C'est à cette époque, dans ce document, qu'on va créer la Province of Québec, qui signifie en latin, c'est un usage romain qui disait territoire pour les vaincus. Donc, les Anglais prennent le contrôle du commerce et la sphère économique. De plus, on met fin en partie au système seigneurial. Donc, à partir de la conquête, on ne distribue pas de nouvelles terres aux colons. Ils devront se subdiviser l'héritage. Donc, on va diviser les terres par l'intérieur. Ça va être une des causes principales des rébellions, principalement dans la région de Montréal. Les seigneuries vont être surpopulées et les taxes vont augmenter en plus. En 1774, le Congrès américain va inviter les Québécois à joindre sa rébellion. Finalement, on refuse poliment, mais parce que Londres avait peur qu'on se joigne à la Nouvelle République, bien, ils vont signer l'Acte de Québec. Donc, on abolit le serment du test en 1774. Le territoire est considérablement agrandi. C'est en quelque sorte notre troisième constitution. En 1791, c'est l'acte constitutionnel qui apporte le parlementarisme britannique. Donc, encore une fois, Londres avait peur de la Révolution française, entre autres. Donc, ils nous ont octroyé certains privilèges, on pourrait dire, au minimum possible. Et on va diviser le territoire du Québec en deux provinces. Donc, le Haut-Canada, qui est l'Ontario actuel, et le Bas-Canada. Et donc, l'acte constitutionnel, c'est la quatrième constitution canadienne, on pourrait dire. Au début du 19e siècle, ben là, on va commencer à comprendre qu'il faut s'allier pour défendre les droits des francophones. Dès 1804, on va créer le Parti canadien et avec un journal, donc son organe politique, le Canadien, qui a comme devise nos institutions, notre langue et nos lois. Donc, c'est quand même un programme politique assez clair et le Parti canadien est alors dirigé par Pierre Stanislas Bédard, qui lui-même sera emprisonné à plusieurs reprises par les autorités britanniques pour ses prises de position politiques. Il attendra même un procès en prison pendant 13 mois, mais n'en aura jamais un. Et comme plusieurs autres députés du Parti canadien, il sera réélu à même sa prison. Sur la carte en haut, vous voyez bien le Bas-Canada et le Haut-Canada de l'époque. En 1815, Louis-Joseph Papineau, qui est à peine âgé de 30 ans, il est pressenti par Bédard pour le remplacer et il devient chef officiellement du Parti canadien. C'est le fils de Joseph Papineau, qui a été lui-même député lors de la première législature du Bas-Canada. Et ce parti-là, en plus de défendre les droits des francophones, ben, va se battre contre un projet qui veut unir le Haut et le Bas-Canada dès les années 1820. Donc, le projet est combattu avec succès. Et en 1826, le Parti canadien devient officiellement le Parti patriote, qui devient rapidement majoritaire au Parlement dès les années 1830. En 1828, l'Assemblée du Bas-Canada, par l'entremise du Parti patriote, va décider d'envoyer une délégation de 3 membres du Parlement à Londres, donc John Nelson et ses 2 adjoints, Denis Benjamin Vigée, qui est le cousin de Papineau, et Augustin Cuvillier. Ils vont à Londres avec une pétition de 87 000 noms et une série de résolutions adoptées par l'Assemblée législative pour exprimer les griefs du peuple et demander la destitution du gouverneur d'Alousie, qui voulait en plus supprimer le français des langues officielles. D'ailleurs, selon certaines sources, entre 1822 et 1836, on raconte que grâce au veto du gouverneur, qui est directement nommé par Londres, il va rejeter 230 des 234 lois adoptées par l'Assemblée législative du Bas-Canada. Donc, on comprend finalement que le régime démocratique proposé par Londres est un théâtre et vraiment une farce. Et donc, ça aussi, ça va être une des raisons supplémentaires pour hausser le ton envers le gouvernement britannique, qui ne respectait pas finalement sa propre constitution.
Dès 1832, on voit l'apparition du premier drapeau des Patriotes, qu'on appelle le tricolore canadien. On l'appelle aussi le drapeau de Saint-Charles. Et ce drapeau-là apparaît lorsqu'un groupe de partisans va accueillir à leur sortie de prison Daniel Tracy et Ludger Duvernay, qui ont été emprisonnés depuis quelques mois, depuis quelques semaines, pour leur opinion politique. C'est un drapeau républicain par sa forme, 3 bandes de couleurs. Et dans le fond, il symbolise l'union de 3 nationalités contre la couronne britannique. Donc, le vert pour les Irlandais, le blanc pour les Français et le rouge pour les anglophones. Donc, ces deux patriotes, Tracy et Duvernay, vont passer 35 jours en prison pour simplement avoir écrit un éditorial dénonçant les agissements du gouvernement colonial britannique. Et en mai 1832, lors d'une élection partielle qui met justement en vedette le candidat irlandais Tracy, il y a une émeute qui éclate à Montréal et on va tirer dans la foule. Le 15e régiment d'infanterie va intervenir. 4 officiers donnent l'ordre d'ouvrir le feu sur la foule. La campagne électorale dure déjà depuis 23 jours parce que selon la loi, à l'époque, le scrutin continue aussi longtemps que ne s'écoule pas 1 heure sans voteur du lundi au samedi. Donc, vous pouvez imaginer les pressions qu'il y avait. Il y avait des violences aussi qui accompagnaient beaucoup les élections à cette époque et les gens votaient à main levée. Donc, vous pouvez imaginer là, toutes les pressions qu'il pouvait avoir contre les habitants. En 1834, le Parti patriote va adopter les 92 résolutions. Donc, c'est un vaste programme de réformes dont l'esprit s'apparente clairement à une déclaration d'indépendance. Ça a été proposé par Elzéar Bédard, premier maire de Québec, parce qu'à l'époque, on pouvait cumuler les fonctions de maire et de député. Ces 92 résolutions sont co-rédigées par Augustin Norbert Morin. Elles sont adoptées par l'Assemblée le 1er mars par un vote de 56 voix en faveur et 23 contre. L'opposition aux 92 résolutions se regroupe surtout autour de John Nelson, qui est un député patriote modéré de Québec et qui perdra son siège à la prochaine élection. En mars 1834, Ludger Duvernay, qui est éditeur du journal La Minerve, journal patriote, est élu président de l'Association Saint-Jean-Baptiste, qui s'officialise après les rébellions. Mais ce soir-là, il forme avec une 60aine de Montréalais, Canadiens français, Irlandais, États-Uniens, et des gens comme Georges-Étienne Cartier ou Louis-Victor Sicotte. Donc, on fonde une société patriotique ayant comme devise « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ludger Duvernay, qui est président de l'association, va joindre des emblèmes nationaux comme la feuille d'érable verte et le castor. Donc, déjà en 1834, ce sont des symboles de la nation du Bas-Canada, de la nation québécoise. Vous pouvez voir d'ailleurs à droite le drapeau de Saint-Eustache. Donc, on voit bien le C pour Canadien, JB pour Jean-Baptiste. En bas, c'est le rameau d'érable, feuille d'érable verte, hein, parce qu'une feuille rouge, c'est une feuille morte. Et on voit aussi au centre le masquinongé, qui était un poisson qu'il y a dans le Saint-Laurent, mais qu'il y avait aussi beaucoup dans le lac des Deux-Montagnes. Donc, pour le peuple, c'était un choix rationnel de suivre ces élites libérales parce que dans ces fameuses 92 résolutions, bien, on trouve des valeurs républicaines très importantes, très populaires à l'époque et qui étaient déjà présentes dans les déclarations d'indépendance des États-Unis en 1776 ou même pendant la Révolution française de 1789. Par exemple, la laïcité de l'État. Oui, on en parle encore 200 ans plus tard, mais cette séparation du politique et du religieux, et qui implique quand même liberté de croyance pour tous, était proposée et adoptée dans ces 92 résolutions. On voulait des droits pour les Autochtones et des droits égaux pour les Canadiens français qui étaient sous-représentés dans l'administration et dans le fonctionnariat. On souhaitait une égalité homme-femme, pas nécessairement au niveau du droit de vote, c'est assez compliqué à cette époque, il y a seulement les femmes propriétaires qui avaient le droit de vote. On souhaite l'obtention d'un gouvernement responsable, ce que La Fontaine va obtenir dans les années 1840, et l'élection des membres du Conseil législatif, parce qu'à cette époque, dans le fond, le Conseil législatif, ou même le Conseil exécutif, est nommé par Londres
comme le gouverneur et n'ont pas de droit de... En fait, peuvent avoir un droit de veto sur ce que les élus décident. Une autre position que les patriotes défendent, davantage de Canadiens français dans l'administration du pays, ils étaient faiblement représentés. On dénonce aussi le régime seigneurial qui défavorise les habitants du pays, parce qu'à cette époque, les terres sont de plus en plus petites, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de plus en plus chères. Donc, il y a beaucoup de spéculation. La majorité des seigneurs dans la région de Montréal sont des anglophones. Donc, tout ça, ça va cristalliser la colère du peuple. Et même si les 92 résolutions sont soutenues par une pétition de 80 000 noms, ben Londres n'a pas été en mesure de réagir car une crise intérieure secoue le pouvoir anglais. En 11 mois, 4 ministres responsables des colonies vont se succéder. Donc, ça va prendre 3 ans à Londres avant de répondre aux 92 résolutions. En juin 1834, c'est le premier banquet organisé par l'UG Duvernay à Montréal, donc pour commémorer la Saint-Jean-Baptiste. C'est une tradition qui avait été interrompue avec la conquête, mais qui était bien présente en Nouvelle-France. Hein. En tout cas, à Trois-Rivières, dès 1636, on fêtait la Saint-Jean-Baptiste, donc c'était une vieille tradition française. Et donc, l'UG Duvernay organise ce banquet-là pour doter le peuple d'une fête nationale annuelle et réunir les chefs patriotes dans ce lieu de réflexion destiné aux réformistes désireux de discuter de l'état du pays. Vous avez une carte ici du Bas-Canada de l'époque. Donc, on peut voir que c'était divisé principalement en 3. Le district de Montréal, dont Verchères faisait partie, le district de Trois-Rivières, qui incluait aussi la Rive-Sud, et le district de Québec. On a aussi le district de Gaspé, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui vivait là à cette époque. Donc, dans chaque district, on avait 2 députés et majoritairement ou massivement, ce sont des députés patriotes qui sont élus par la population. Ici, vous voyez une carte des circonscriptions électorales du Bas-Canada. Donc, on peut voir. Mais si on ajoute en plus les zones découpées en cantons, donc après la conquête, c'est le modèle anglais qui va prévaloir. Donc, on peut voir que les seigneuries francophones sont de plus en plus encerclées par des seigneuries anglophones. Donc, ça aussi, ça va mettre beaucoup de pression. Par exemple, dans Saint-Maurice, on a Trois-Rivières ici, donc on a les forges du Saint-Maurice et à cause des forges du Saint-Maurice, bien, ça empêchait le développement des terres vers le nord. Puis dans notre région, bien, ici, ça va être aussi une des raisons de la rébellion. À l'automne 1834, le Parti patriote, qui est dirigé encore par Papineau, remporte une élection haut la main sur le programme des 92 résolutions. Le Parti patriote obtient une majorité de 94 % des votes populaires. C'est un record dans l'histoire du Québec. Et donc, ils obtiennent 77 des 88 sièges à l'Assemblée législative. Donc, déjà là, on peut comprendre que la révolution des patriotes n'a pas été que le fruit d'une petite élite. Donc, c'était appuyé par le peuple. C'était un mouvement démocratique et ça s'étendait aussi pas seulement aux francophones, mais à tous ceux qui désiraient le respect de la Constitution et des droits de la population. Donc, qui sont les patriotes? Bien, les rangs sont surtout formés de paysans de sujets britanniques issus des professions libérales, donc des avocats, des médecins, des notaires, des journalistes, des imprimeurs, et la plupart ou la majorité de ces élites sont élues par le peuple. Ils s'opposent avec vigueur aux grands marchands coloniaux et aux membres de l'establishment politique. Ils revendiquent aussi le droit pour la Chambre d'Assemblée de nommer le Conseil législatif, c'est comme l'équivalent aujourd'hui du Conseil des ministres actuels, au lieu d'être choisi par le gouverneur, qui est lui-même directement nommé sans consultation par Londres. Comme je disais tout à l'heure, il faut attendre 3 ans avant que l'Angleterre réponde aux 92 résolutions. Elle répond avec par l'entremise de Lord Russell et ses 10 résolutions qui refusent toutes celles des patriotes. Donc, dès l'été 1837, le peuple du Bas-Canada s'assemble dès le mois de mai et dans toutes les régions du Québec ou presque, on va s'assembler pour appuyer les patriotes et aussi tenter de créer un nouveau gouvernement révolutionnaire. On avait même aussi adopté une résolution
pour avoir une assemblée constituante, mais malheureusement, on n'a jamais pu aller au bout de ce projet à cause de la répression. Donc, dès l'été 1837, les régions participent massivement à la révolte. Par exemple, ici dans la région, à Yamachiche, plus de 5000 personnes se réunissent pour adopter des résolutions. Cette assemblée accuse la couronne d'aller à l'encontre de l'acte constitutionnel et les gens, la population, approuvent les agissements des élus à la Chambre d'Assemblée. On peut d'ailleurs voir une belle toile ici réalisée par l'artiste Marc Grandbois. C'est une commande de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie pour illustrer cette fameuse assemblée de Yamachiche du 26 juillet 1837. C'est la plus grande des assemblées patriotes après l'interdiction des assemblées patriotiques et elle était donc sur la rive nord. Le thème de cette année de la Journée nationale des patriotes est sur les femmes patriotes, donc j'ai quelques informations pour vous à ce sujet. Bien, dès 1833, on va fonder le Club des femmes patriotes. Et il y en a plusieurs qui vont se démarquer. Je vous ai mis quelques noms ici, comme Marie-Victoire Dumouchel, qui dessine et tisse le drapeau des combattants de Saint-Eustache, qui fut en quelque sorte le premier drapeau canadien-français. Donc, quelques autres noms ici, Henriette Vigée, Marie-Émilie Boucher de Boucherville, Émilie Giroir, qui, elle, avait pour mission, entre autres, avec d'autres femmes, de fondre des balles pour les combattants patriotes. Les femmes ont été bien actives pendant les rébellions, en faisant signer des pétitions, en organisant des pique-niques politiques, en faisant des lectures publiques, des journaux, par exemple. Aussi, les femmes ont fabriqué les vêtements en étoffe du pays dans lequel les députés patriotes allaient fièrement à l'Assemblée. Elles ont fabriqué des symboles comme les drapeaux, des bonnets, et par la suite de la répression, elles ont aussi pris soin des blessés ou allaient visiter les patriotes en prison. Par contre, l'absence complète, selon Alan Greer, l'absence complète et absolue de prisonnières politiques est tout à fait remarquable. Il faut quand même dire qu'à l'époque, l'Église faisait davantage de place aux femmes que l'État ou les partis politiques, patriotes compris. C'était dans les mœurs de l'époque. Et même jusqu'au 20e siècle, jusqu'à Henri Bourassa, qui voulait éloigner les femmes de la politique pour les protéger de la corruption. Selon l'historienne et féministe Marcelle Reeves-Morache, il est clair que les femmes ont collaboré activement à l'insurrection. Elles ont souffert, elles ont consolé. En dépit des atrocités commises, par exemple l'exil forcé des patriotes vers des terres lointaines, des centaines de maisons pillées ou saccagées, les vols de possession de bétail, et donc un état d'angoisse indescriptible, eh bien, chaque fois, la Québécoise est là pour défendre les siens contre l'ennemi. Elle ne perd jamais courage. Un exemple, le marchand Louis Pagé de Saint-Denis, qui s'est fait couvrir la poitrine par sa deuxième femme, Apolline Letourneau, de feuilles de papier épais au matin du 23 novembre 1837. On peut d'ailleurs les voir sur la gauche ici sur l'image. Au cours de la bataille, ce jour-là, gagnée par les patriotes à Saint-Denis, une balle frappa la cuirasse artisanale et la balle va s'arrêter à la 14e feuille sur 15. On dit même que le patriote ne s'en était pas rendu compte. Et je me fie à O'Neill Perrier, en fait, qui est l'auteur de cette petite brochure. En s'appuyant sur le nombre de 12 000 combattants patriotes, O'Neill Perrier estime entre 10 000 et 15 000 femmes, les épouses, les mères, les fiancées, les filles, touchées par la tragédie de la répression de la rébellion. Outre les veuves des 200 combattants morts bravement pour l'avenir de leur peuple, il faut compter les femmes des bannis du pays et des 66 exilés dans les colonies lointaines pénitentiaires de l'Angleterre, en Australie et aux Bermudes. Ces femmes furent abandonnées à elles-mêmes avec leurs enfants, parfois jusqu'à l'amnistie des patriotes, donc pendant au moins 7 années, avec la gestion de la famille ou de la seigneurie, par exemple. Un des exemples de ça, c'est justement Julie Bruneau, la femme de Louis-Joseph Papineau, le plus souvent laissée à elle-même durant les longues absences de son célèbre mari. Elle accouche seule et voit entièrement l'éducation de ses enfants, de même qu'au bien de la seigneurie des Papineau. Sa correspondance avec son mari, pendant 40 ans, atténue la distance qui la sépare de son époux. Elle va même le suivre sur les routes de l'exil à partir de l'année 1838,
d'abord à Saratoga, puis à Paris, traînant avec elle enfants et bagages. D'ailleurs, je vous invite beaucoup à vous procurer cette petite brochure. Vous pouvez contacter les éditions IDG ou aussi la société Les Amis des Patriotes. Donc, une petite brochure pour 5 qui va vous parler de 48 femmes patriotes. Et surveillez aussi des capsules vidéo que je vais tourner bientôt avec la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie qui porte exclusivement sur les femmes patriotes. Donc, suivez ça avec intérêt. Vous connaissez sans doute ce dessin, ce célèbre dessin du caricaturiste et dessinateur Henri Julien, qui illustre la pendaison de patriotes. Si à peu près tout le monde se rappelle que 12 patriotes ont été pendus à la prison neuve de Montréal, dite au pied du courant, ces exécutions publiques vont directement faire 6 veuves et 24 orphelins. D'ailleurs, un des 12 patriotes était un député. Imaginez aujourd'hui si on pendait un député sur la place publique. Voyons maintenant brièvement le cas de Trois-Rivières. Entre 1834 et 1837, en fait, dans tout le Bas-Canada, environ 25 000 personnes ont pris part à une multitude d'assemblées patriotiques, dont 120 assemblées seulement en 1837. En Mauricie, au centre du Québec, des assemblées sympathiques aux patriotes ont lieu à Bécancour, à Champlain, à Masquinongé, à Nicolet, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, à Trois-Rivières et Yamachiche, mais aussi aux limites du territoire, comme à Berthier, Contrecoeur et Deschambault. Dans mon livre, une des premières questions que je me suis demandé, c'est qui les patriotes d'ailleurs qui ont eu une incidence sur la région trifluvienne ou mauricienne? Le premier nom qui m'est venu à l'esprit, c'est Ludger Duvernay, que vous connaissez beaucoup parce qu'il est né à Verchères. Eh bien, il est le premier imprimeur de Trois-Rivières en 1817. C'est lui qui va fonder le premier journal en dehors de Québec et de Montréal, à Trois-Rivières. Et dans mes recherches, j'ai découvert que dans ses ancêtres, il avait Jeanne Crevier comme ancêtre. C'est la deuxième femme de Pierre Boucher. Donc, ça faisait déjà 2 siècles que les Duvernay, que le clan de sa famille avait des assises à Trois-Rivières. Donc, je trouvais ça très intéressant de vous en faire part. Une autre personne qui a marqué mes recherches, c'est René-Joseph Quimbert, marchand, médecin et député de Trois-Rivières, qui est originaire de Québec, mais qui devient député patriote de Trois-Rivières. Et c'est lui qui organise la grande assemblée patriote de Yamachiche. Louis-Joseph Papineau, que vous voyez sur la droite, c'est sûr qu'il a eu une influence déterminante sur tout le Bas-Canada, mais peu de gens savent qu'il a été député de Saint-Maurice en 1848, donc après son retour d'exil, et on l'appelle l'incorruptible. Et donc, il va se battre contre l'Union et même jusqu'à contre la Confédération, peu avant sa mort, en 1871. Denis Benjamin Vigée, cousin de Papineau, devient lui aussi un parlementaire et député de Trois-Rivières de 1845 à 1847 et sera aussi un chef anti-unioniste. Une autre personne importante dans la région, Marie-Thomas Chevalier de Lorimier, avocat originaire de la Mauricie, en fait plus précisément de Berthier, du village de Saint-Cuthbert. C'est un membre très influent du Parti patriote, surtout dans la région montréalaise, et il sera un des 12 patriotes pendus. Une autre piste que j'ai suivie, c'est la prison de Trois-Rivières qui existait déjà à l'époque. Elle a été dessinée selon des plans de François Baillarger, un architecte de Québec. Donc, le centre carcéral de Trois-Rivières était déjà en fonction depuis 1822. Et j'ai découvert une liste de patriotes qui ont été enfermés ici. Jean-Baptiste Proulx, Joseph Ovide Rousseau, Jean-Baptiste Hébert, les Paco, Alexis Bareil-Dillajoie, les frères Badeau et quelques autres, dont Edward Barnard, député et avocat de Trois-Rivières, qui a été arrêté pour haute trahison, comme la plupart de ces gens. Donc, on les enferme à Trois-Rivières en attendant d'être transférés à la prison de Montréal. Joseph Guillaume Barthes, lui, est emprisonné aussi pour avoir écrit un poème jugé séditieux qui était intitulé « Aux exilés politiques canadiens ». Son éditeur sera également emprisonné. Malheureusement, les registres de la prison sont manquants, disparus ou simplement détruits pour l'époque qui nous intéresse. Seul le registre de 1827 est conservé et c'est seulement à partir de 1852 qu'ils seront plus réguliers au complet.
Donc, on n'aura jamais la liste finale de tous les patriotes qui ont été enfermés à Trois-Rivières, mais quand même, il y en a plusieurs qui ont été séquestrés, dont le frère de Papineau aussi, André-Augustin Papineau, qui va être arrêté, qui va être enfermé ici en attendant euh, d'être transféré lui aussi à Montréal. Les autres patriotes devaient attendre un procès qui n'aura finalement jamais lieu. La troisième question que je me suis demandé, c'est qui les patriotes de Trois-Rivières qui ont une implication ailleurs? Par exemple, François Caron, lui, il dirige la Grande Assemblée patriote de Yamachiche. Jean-Baptiste Dufresne, lui, d'origine trifluvienne, il a déjà 63 ans en 1837, ce qui ne l'empêche pas d'être un chef patriote bien actif à Belleuil pendant les rébellions. Il y a aussi, vous verrez ça dans mon livre, le cas du juge corrompu Charles Richard Ogden, qui vient de Trois-Rivières et qui va favoriser la suspension de la Constitution, versus un autre juge, Joseph-Rémy Vallière de Saint-Réal, qui lui plutôt patriote, donc qui se battait notamment contre le bail des forges de Saint-Maurice, qui avait été octroyé à Mathieu Bell, qui était dénoncé notamment dans les 92 résolutions. Et il y a la famille Barthes aussi, Georges Isidore, Émilie Barthes et son fils Armand Lavergne, que vous connaissez peut-être, qui va fonder la Ligue nationaliste, entre autres, avec Omer Héroux, et qui va aussi faire adopter une des premières lois pour défendre la langue française et forcer le gouvernement à parler français, qu'on appelle la loi Lavergne. Vous avez ici une carte du comté de Saint-Maurice. Donc, il n'y a pas eu de bataille en tant que telle dans la région. La plupart des patriotes sont allés se battre directement soit au nord, soit au sud de Montréal. Et vous pouvez voir qu'il y avait des assemblées loyalistes à Trois-Rivières et des assemblées plutôt patriotiques à Yamachiche, parce que Trois-Rivières était très proche du pouvoir. Donc, c'est une des raisons. D'ailleurs, j'aime bien paraphraser le slogan officiel du 375e de la ville de Trois-Rivières, très Trois-Rivières. Donc, pourquoi il ne s'est rien passé ici? Bien, c'était une ville très militaire. Hein? La première milice canadienne a été fondée à Trois-Rivières par Pierre Boucher. C'est une ville très conservatrice, très religieuse aussi. Donc, les élites cléricales se sont mis du côté britannique pour défendre le droit de prendre les armes et ils menaçaient d'excommunication tous les patriotes qui osaient contester l'autorité, peu importe si elle était française ou anglaise. Petit bilan donc des 6 campagnes dans le Haut-Canada, parce qu'ils ont eu aussi une rébellion. Il y a eu 15 rebelles pendus et des dizaines d'autres déportés dans les colonies pénitentiaires de Tasmanie. Cette rébellion avait été menée notamment par William Lyon Mackenzie. Et il faut dire qu'il y avait des contacts entre Papineau et Mackenzie, parce qu'on avait même l'idée de créer la République des deux Canada, et il y a même un drapeau, le drapeau des frères chasseurs, qui avait été fondé, qui avait été créé dans cet esprit. Au Bas-Canada, donc, on parle de 158 patriotes tués et 142 blessés, plus de 1000 personnes arrêtées, souvent pour haute trahison envers le gouvernement, soit 2 fois plus d'arrestations qu'en octobre 70 pour une population 10 fois moins nombreuse. À Montréal, il va y avoir une cour martiale, donc il va y avoir 14 procès devant une cour martiale unilingue anglaise qui va avoir lieu. Donc, 9 patriotes vont être acquittés, mais on en condamne 99 à mort, dont 12 seront pendus et 8 furent exilés aux Bermudes, 58 en Australie. Aux 3 à 5 villages rasés et les nombreux patriotes en exil, ajoutons les dizaines de familles mises à la rue, les vols de possession de bétail, des cas de viol qui existent dans les archives judiciaires, mais qui ne laissent aussi très peu de traces. Puis il y a même des victimes collatérales. Et là, c'est intéressant parce que c'est la première fois que je donne une conférence pour Verchères. Eh bien, le député de Verchères, Pierre Amiotte, lui-même, va subir les foudres de la répression parce qu'il va décéder en janvier 1839 des suites de son emprisonnement. Donc, on peut comprendre que la répression brutale du mouvement démocratique des Patriotes va être un traumatisme pour la population pendant plusieurs générations. François Mitterrand disait même « Un peuple qui n'enseigne pas son histoire
est un peuple qui perd son identité. Effectivement, un peuple sans mémoire est condamné à disparaître. Donc, je vous remercie de votre invitation pour honorer notre devise « Je me souviens ». En conclusion, on pourrait se demander que reste-t-il aujourd'hui des patriotes? Bien, tout d'abord, il reste la Société Saint-Jean-Baptiste et ses 18 ou 19 locales ou nationales un peu partout dans les régions du Québec et la Fête nationale du Québec le 24 juin. Donc, déjà là, ce sont deux héritages qui se sont rendus jusqu'à nous. Il y a la Journée nationale des patriotes qui a été créée aussi en 2003, justement pour honorer leur mémoire et les remercier de leur travail parce qu'ils sont, dans le fond, à la base de nos institutions démocratiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. On a aussi quelques monuments. À gauche, vous avez l'église de Saint-Eustache. Donc, on a aussi des artefacts qui ont subsisté jusqu'à nos jours et qui se sont transformés parfois en musée, heureusement. Vous pouvez d'ailleurs visiter le château Ramsay à Montréal. On a justement des artefacts de drapeaux, drapeau de Saint-Eustache. On a aussi une ceinture fléchée qui aurait appartenu à Jean-Olivier Chénier. Dans l'art aussi, on peut trouver quelques pièces de notre héritage, de cet héritage des patriotes, notamment sous la plume d'Henri Julien. Donc, il avait dessiné la colonne de la liberté. Lui-même, Henri Julien, avait fait beaucoup d'autres choses pour les contes et légendes comme la chasse-galerie, mais on lui doit aussi beaucoup de dessins sur les patriotes, notamment cette fameuse aquarelle, peut-être l'image la plus célèbre des rébellions. Donc, ça, c'est une version couleur qu'il avait fait en 1904, 4 ans avant son décès, et qui va être récupérée dans les années 70, notamment par le Front de libération du Québec, qui va le mettre sur leur communiqué. En littérature, je pourrais vous nommer une trentaine d'ouvrages, de romans sur les patriotes. Je n'en retiendrai qu'un seul parce qu'il est moins connu. C'est Famille sans nom. C'est un roman d'aventure écrit en 1887, donc 50 ans pile après les rébellions, par le géant littéraire Jules Verne. Oui, le grand Jules Verne. Donc, c'est un roman qui illustre la vie d'une famille fictive du Bas-Canada pendant la rébellion de nos patriotes. L'ouvrage est disponible gratuitement sur Internet pour ceux qui s'intéressent et j'envisage un jour d'en faire une édition critique. Je vous le conseille, ça serait même quelque chose d'intéressant à faire, à voir au cinéma. Vraiment très bon livre, Famille sans nom. Il y a des peintures qui honorent les patriotes, comme ici l'Assemblée des 6 comtés, qui est exécutée par Charles Alexander Smith. C'était une commande d'Honoré Mercier, qui était de passage à Paris et qui a fait en fait, cette commande devait orner l'Assemblée nationale et finalement, le gouvernement qui lui a succédé trouvait ça trop subversif, trop révolutionnaire et donc elle a été cachée pendant les voûtes pendant des années. On voit sur cette peinture l'Assemblée des 6 comtés qui fait référence à Richelieu, Rouville, Saint-Hyacinthe, Chambly, Verchères et l'Acadie. Cette assemblée a été présidée par Wilfred Nelson en octobre de 1837. C'est la plus célèbre des assemblées populaires pour protester contre les résolutions Russell. On peut d'ailleurs voir ici la colonne de la liberté surmontée d'un bonnet phrygien, symbole révolutionnaire. Vous pouvez d'ailleurs voir cette fameuse toile à Québec au Musée national des beaux-arts. Fabuleuse pièce. Quelques monuments aussi à Montréal, hein, comme la prison au pied du courant, qui est devenue un musée, ou aussi juste devant là, le monument d'Alfred la Liberté, qui avait été dévoilé au début du 20e siècle. Il y a des films, il y en a peu, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 2, entre autres, que vous pouvez visionner gratuitement sur YouTube. Quand je serai parti, vous vivrez encore, de Michel Brault, et le célèbre film 15 février 1839 de Pierre Falardeau, que je vous invite à voir ou à revoir. Depuis mai 2003, on fête la Journée nationale des patriotes. C'est une excellente initiative, surtout que c'était pour remplacer la fête de la reine Victoria. Et donc, peut-être qu'un jour, on aura la semaine des patriotes, on aura peut-être le mois des patriotes, mais c'est une excellente initiative
Et je remercie beaucoup le Mouvement national des Québécois qui fait beaucoup de travail avec ses brochures et avec d'autres initiatives pour défendre leur mémoire. À Trois-Rivières, on a des équipes sportives de l'UQTR qui s'appellent les Patriotes depuis les années 70. Donc ça, c'est un héritage quand même très intéressant. Et même depuis 2010, je crois, l'UQTR s'est doté d'armoiries officielles et on précise que la ceinture fléchée sur les armoiries font directement référence aux rébellions des Patriotes. Depuis peu, depuis une dizaine d'années, la Société Saint-Jean-Baptiste développe beaucoup des panneaux de commémoration qu'on a installés dans le parc Victoria à Trois-Rivières. Donc, au début, on a essayé de faire changer le nom du parc, mais ça n'a pas marché. Donc, au lieu d'avoir le parc des Patriotes, on a inauguré la place des Patriotes. Donc, si vous passez à Trois-Rivières, je vous invite vraiment à venir voir les panneaux qu'on a inaugurés sur des patriotes de la région, mais aussi sur les événements en tant que tels qui ont marqué le Québec de l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Avant de vous laisser, je vous ai mis quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, évidemment, Gilles Laporte, c'est un incontournable. Vous pouvez lire Brève histoire des Patriotes, qui est une synthèse de ses 20 ans de travaux sur les Patriotes. Selon moi, c'est le spécialiste au Québec sur la question. Vous pouvez lire aussi Les rébellions canadiennes vues de Paris. Très, très intéressant de voir comment on parlait de nous dans les journaux de l'autre côté de l'océan. Vous savez que Paris avait sa propre révolution en 1830, donc il s'intéressait quand même au combat de nos républicains. Je vous suggère aussi le dictionnaire d'Alain Messier, très, très complet comme œuvre, et Jonathan Lemire aussi qui a publié œuvre de Jean-Joseph Giroir. Donc, on a le portrait et la biographie de plusieurs patriotes importants de l'époque. L'incontournable, c'est aussi Laurent-Olivier David qui avait publié dès 1880, dans les années 1880, donc un ouvrage incontournable. C'est sûr que j'aurais aimé ça répondre à vos questions. Ma conférence se termine déjà ici. Par contre, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook. J'ai aussi une page YouTube sur laquelle cette conférence va être placée. Donc, je vous invite à m'écrire si vous avez des commentaires ou des suggestions. Je vous rappelle aussi que vous pouvez visiter la page de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, surveiller les capsules sur les femmes patriotes sur lesquelles je travaille actuellement. Et j'écris presque tous les mois dans la Gazette de la Mauricie. J'ai une chronique d'histoire que vous pouvez voir aussi, que vous pouvez lire sur le blog de la Gazette. Donc, je vais me mettre en plein écran pour que ce soit plus agréable pour la suite. Je vais vous offrir une chanson pour terminer cette conférence. En fait, j'aurais pu choisir comme chanson Le Canadien errant d'Antoine Gérin-Lajoie, un petit gars d'ici, petit gars de Yamachiche, qui a composé ça en 1842, alors qu'il était étudiant au séminaire de Nicolet. Et donc, lorsqu'il a vu le bateau passer sur le fleuve Saint-Laurent, des exilés politiques, ça l'a beaucoup touché. Et il a composé cette hymne qui était devenue, qui a été répandue partout dans le Canada français et même qui va être reprise par des descendants des Acadiens qui vont se voir dans cette chanson parce qu'eux-mêmes ont été déportés par les Britanniques. Par contre, j'ai décidé de choisir une autre pièce, peut-être moins connue, mais quand même, qui s'intitule La complainte de mon frère. Donc, c'est une chanson des paroles de Louis Hébert sur un air ou une musique de Philippe Gagnon. C'est une chanson qui a été popularisée par Jean Lapointe dans le film Les Ordres, un film de Michel Brault de 1974 qui porte sur l'emprisonnement des prisonniers politiques pendant la crise d'octobre. Et cette chanson a été reprise notamment par les Cailloux dans les années 60,
les Carrick en 71, par Garoulou dans les années 80, groupe de rock progressif très intéressant, et même plus récemment par Fred Pellerin. Donc, les versions diffèrent, mais voilà ce que je vous offre en dernier. Donc, voici la complainte à mon frère. C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph-d'Alma. Malgré ma vie est sobre, devrait se finir là. Et peine, adieu ma mère, adieu tous mes parents. Voilà que je vous quitte aujourd'hui pour longtemps. Écoute mon histoire, jeune homme qui a voyagé. J'ai toujours dans mémoire d'avoir l'éternité. La mort peut apparaître sans que vous l'attendiez. Avec sa main de traître, elle pourrait vous frapper. C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph-d'Alma. Malgré ma vie est sobre, devait se finir là. Au foyer de mon frère, viens prendre mon souper. Voilà ne m'attendait guère que ce soit mon dernier. Quand on revient de vie, on est plus grand, plus fort, et alors on se rit d'avoir eu peur de la mort. L'espoir vient de renaître, à nous de le conserver. Repousser les faux maîtres, voilà l'éternité. Combattre les faux maîtres, voilà la liberté. Alors, merci beaucoup à tous pour votre écoute et au plaisir de se recroiser dans les organisations, dans les événements de commémoration patriotique. Donc, bonne journée nationale des patriotes et longue vie à la mémoire des patriotes.